la musique et la présentation. Mariam Salehi, bonjour. Laurent Guimier, bonjour. On va parler radio, on va parler radio et réforme audiovisuelle, puisque cette réforme a été, j'allais dire, lancée par le rapport parlementaire. Maintenant, on est dans l'attente. On sait tous qu'on ne sait pas qui va être notre prochain ou la même ministre de la culture et de la communication, et donc qui portera cette loi. Il y a quelques chiffres qui vous sont présentés pour vous donner les grandes métriques du marché de la radio privée. 694 millions de recettes publicitaires pour la radio. On a l'habitude de dire qu'il y a deux mondes dans la radio. Il y a et Laurent connaît très bien la radio publique, qui a un budget qui est un peu plus de, qui est un peu moins de 6, qui est 610 ou 612 millions. Donc d'un côté, il y a la radio publique qui fait la moitié du marché. De l'autre côté, il y a les radios privées qui font, j'allais dire, l'autre moitié du marché. La radio est un média qui est écouté par 43 millions d'auditeurs chaque jour. Donc c'est véritablement un média de masse. C'est un média, on aura l'occasion de dire, qui est encore dans sa diffusion analogique, essentiellement. On a parlé un tout petit peu des web radios, vous nous en parlerez. Le podcast marche très bien. Et puis, il y a dans la loi aussi la possibilité de basculer en DAB+. Vous nous direz tous les deux si vous avez répondu à l'appel d'offres. On va commencer tout de suite par l'intitulé « La réforme audiovisuelle ». Vous aviez une demande extrêmement simple, extrêmement précise, ne pas permettre aux télévisions l'ouverture des secteurs interdits en publicité à la télévision. Est-ce que vous pensez avoir été écouté ? Vous avez posé d'abord cette question sur une thématique qui était: est-ce que c'est une zone de friction lorsque on est un groupe avec de la radio et de la télévision, et est-ce que ça se posait en termes d'arbitrage ? Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir posé la question sous cet angle, parce que ça permet justement de donner un éclairage sur les groupes radio-télévision, parce que le groupe Énergie est précurseur en la matière. Ce ne sont pas des zones de friction, ce ne sont pas des arbitrages, c'est plutôt pour essayer de préserver des grands équilibres, et des grands équilibres au-delà du groupe concerné, mais des équilibres du secteur. Et on s'aperçoit que d'abord, on l'oublie un tout petit peu, mais que la télévision a accès à de la publicité pour la grande distribution depuis 2007, et que d'ailleurs elle l'utilise. Alors c'est des campagnes dites institutionnelles, et ce qui a été débattu notamment lors des commissions parlementaires, c'est qu'il avait été démontré que l'ouverture de la grande distribution pour des opérations de promotion à de la télévision risquait, au-delà de la radio, notamment pour la presse et la presse quotidienne régionale, risquait de remettre en cause des grands équilibres. Mais par ailleurs, c'est vrai que, en tout cas pour la radio, c'est un média qui est souple, qui est réactif, et où on peut créer des campagnes publicitaires, notamment pour la promotion, dans des conditions assez rapides et très efficaces pour les annonceurs. Et donc c'est véritablement pour préserver ces grands équilibres du secteur à un moment où nous sommes dans des périodes de mutation, que nous avions sensibilisé la commission parlementaire. Et donc, pour répondre à la question, vous avez été écouté. Et donc, on est ravis, puisque le rapport d'Aurore Berger ne prévoit pas l'ouverture en ce qui concerne le secteur de la promotion, de la grande distribution à la télévision. Laurent Guimier. Oui, le groupe auquel j'appartiens et mes fonctions aujourd'hui de président, vice-président d'Europe de Virgin Radio et RFM, je le dis aussi parce que Virgin Radio et RFM, c'est un réseau local, et donc dans le débat qui nous intéresse, c'est quand même une question très très importante. Mais c'est un groupe où, on va dire aujourd'hui, l'intégration radio-télévision, même si votre discours est sans ambiguïté, nous permet aussi de parler de la radio de façon chimiquement pure, et donc de porter aussi fortement ce que vous avez décrit. Alors, du rapport Berger jusqu'à la loi, on verra ce qui se passera,
Mais ce qu'il y a dedans nous convient effectivement. Ce sont des grands équilibres à préserver. Tout simplement, on est dans un secteur où l'étude France Pub qui a été publiée il y a 2 semaines en a testé. Pour un secteur de la radio et des radios comme les nôtres qui vivent, dont le chiffre d'affaires est composé à 40% de recettes issues de la distribution, imaginez qu'on perde à peu près la moitié de ces 40% et quelque chose évidemment qui serait bouleversant, inenvisageable à court terme. Et même l'idée d'une période de test qui permettrait ou qui aurait permis de voir les éventuels effets de bord de ce genre de réforme ne nous conviennent pas, parce qu'on sait ce que sont les expérimentations dans un pays qui les adore et qui en général, sans parler de la vignette automobile, a tendance à les conserver. Mais alors justement, du rapport Berger jusqu'à la loi, est-ce que ce n'est pas le meilleur moment pour essayer de construire l'avenir de la radio sans jouer les règlements de compte à hockey choral, sans revenir sur des affaires de gros sous, et vraiment construire un avenir éditorial? Ah, mais on est d'accord. Vous en avez parlé, et je suis très content que la journée NPA consacre beaucoup de temps à l'audio, à la voix et à ces vieux médias qui vont disparaître sous les coups des GAFA et de la télévision. Je blague, évidemment, lorsque Apple, Google, Amazon et maintenant Facebook développent des enceintes connectées, on imagine qu'il y a un marché autour du son. Bon, alors, sans forcément lier les deux, on se rend compte quand même que c'est la difficulté du législateur que d'imaginer un cadre à très long terme, et c'était le cas d'ailleurs de la loi précédente, mais dont on se rend compte que 30 ans plus tard, et c'est quand même l'objet d'une loi, c'est de se projeter très très loin, 30 ans plus tard, il est absolument impossible d'en tenir compte. Le problème, c'est que l'accélération technologique que vivent les médias depuis 30 ans justement, c'est à peu près cette période-là, est la révolution la plus importante que, si on se place dans le très grand temps, la presse, depuis sa naissance, ait vécu. C'est-à-dire qu'en 30 ans, les choses ont beaucoup plus évolué qu'elles n'ont, de mon point de vue, évolué en 200 ans avant. Donc, la difficulté du législateur, c'est de nous offrir, de nous proposer un cadre qui nous permettra justement de vivre et de nous développer éditorialement. Alors ça commence par, évidemment, toujours une vision assez conservatrice, et le rapport en parle. Comment résister face aux grands méchants GAFA qui vont nous manger? Bon, il y a quand même, effectivement, je pense, une question de régulation absolument obligatoire qui doit se poser. Et après, pour nous éditeurs, pour nous producteurs, il faut qu'on nous laisse justement la capacité d'inventer et de travailler sur des formats et des supports. On parlera du DAB évidemment, mais de pouvoir se développer, nous laisser travailler sur ces nouvelles formes d'écoute. Parce que moi, je suis absolument hostile, et on l'est, j'imagine, à l'idée qu'il y a, comme on a pu le penser avec la presse il y a 15 ans, les nouveaux médias et les anciens médias. Alors d'abord, si on se pense comme ça, on est mort définitivement. Et puis juste parce que c'est pas vrai. C'est-à-dire que les nouvelles formes d'écoute, c'est de la radio qui ne passe pas à la radio. Je le martèle, je le dis, j'en ai la conviction absolument profonde. Et donc pour nous, producteurs de vieilles radios, ou vieux producteurs de radio, on doit pouvoir absolument se développer et participer justement aussi à la structuration de ce marché, qui aujourd'hui l'est de façon très marginale au plan de la production. Les acteurs qui se mettent sur ce domaine, c'est nous, où on pense extension de la marque, on ne pense pas forcément nous placer dans un système de production pour des tiers, pour des éditeurs, pour des institutionnels, pour des annonceurs. Bon, voilà, il y a ça. Après, il y a la question de la radio publique dont on parlera si vous le souhaitez. Ah bon, oui, tout à fait, nous le souhaitons, ça tombe bien. Et puis après, juste préserver aussi, parce que là, il ne faut pas, de mon point de vue, après je vais arrêter de parler parce que je suis trop bavard, toujours. D'accord. Un point MeToo sur cette scène. Mais tiens qu'à vous de me démentir. D'être aussi, de ne jamais oublier que la radio en France, c'est 800 opérateurs. Enfin, on n'est pas, il faut faire attention aux comparatifs. Le DAB, c'est pas la TNT parce qu'il y a 800 opérateurs, il y a des milliers de radios.
et ce foisonnement existe déjà. L'offre aujourd'hui existe. Alors on y viendra, je vais passer la parole à Myriam, toujours sur cette réforme de l'audiovisuel. Il y a un autre point qui avait été évoqué par Aurore Berger et qui, j'imagine, vous convient parfaitement, c'est la suppression de la publicité sur Radio France. Je ne pose pas la question à Laurent, puisqu'il a été, en un temps pas si lointain, absolument défenseur de la publicité sur Radio France. Myriam ? Là, je te remercie. Ce point bien évidemment nous a satisfait. Je rappelle pour mémoire que il y a quelques années, avec l'ensemble des radios, y compris avec le groupe Lagardère, nous avions mené une action en justice devant le tribunal de commerce de Paris. Une action d'ailleurs qui avait été couronnée de succès pour les comportements notamment de Radio France en termes de dépassement publicitaire et autres, et où le tribunal de commerce avait considéré que les pratiques étaient des pratiques de concurrence déloyale. Et nous avons vu encore, il y a pas si longtemps que ça, cet été, que le service public avait dépassé de plus de 5 millions d'euros, si ma mémoire des chiffres est bonne, la publicité ou le quantum de publicité qui était autorisé. Et donc, nous, forcément, nous réjouissons de ça, parce que les chiffres que vous aviez tout à l'heure montrés démontrent justement une espèce de contradiction entre un média qui est écouté par près de 80% des Français de 13 ans et plus, on se tourne que 13 ans et plus, d'accord, et avec un marché publicitaire de 694 millions d'euros. Et vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et comment se fait-il qu'un média aussi aimé, aussi populaire, aussi présent dans la vie quotidienne des Français, c'est pour ça que je rejoins parfaitement ce que dit Laurent quand il dit il n'y a pas de vieux médias, nouveaux médias. J'aime bien l'expression de Jean-Luc Chétrit qui dit il y a les médias et les plateformes. Et j'aime beaucoup cette description de Jean-Luc que je reprends très souvent. Et donc vous voyez bien qu'entre un média qui est tellement apprécié, un marché aussi publicitaire aussi faible, il y a quelque chose qui ne va pas. Et à l'occasion de cette réforme, comme tous les acteurs audiovisuels, nous avons demandé plus de souplesse. Nous avons été entendus sur ce point-là. Nous avons été également entendus sur les mentions légales, parce qu'à l'intérieur d'un spot publicitaire, lorsque vous avez plus de 50% d'une mention qui est débitée à toute vitesse et totalement inaudible, forcément, il y a un effet repoussoir. Donc, on va pouvoir tous capter, j'espère, des nouveaux marchés publicitaires ou des marchés publicitaires additionnels. Et puis, vous aviez soulevé un point qui est essentiel pour la radio. Vous avez dit, est-ce que cette réforme n'est pas l'occasion non plus de revoir d'un point de vue éditorial ? Oui, en gros, et c'est là où la suppression des surquotas en radio est un premier pas que nous saluons dans le rapport de Madame Berger. Concrètement, est-ce qu'il faut arrêter le principe de précaution en matière de créativité dans les médias ? Est-ce qu'on peut se dire qu'à un moment donné, on peut se laisser le droit à aller vers des synergies, à rapatrier de la vidéo dans l'audio ? Est-ce qu'il faut faire bouger les lignes concrètement de la création, notamment pour trouver de nouveaux relais de croissance et de nouveaux business models ? Oui, mais si on parle des quotas, sans entrer dans les détails et dans j'allais dire la cuisine ou les pourcentages, y compris dans mes fonctions précédentes, on a beaucoup travaillé avec les équipes et notamment la mission de Roch-Olivier Mestre sur la préfiguration de la création du Centre national de la musique. Il faut juste voir aujourd'hui ce qu'est la consommation de la musique et ce qu'est l'expérience de la musique et ce qu'est l'usage de la musique pour le public et les citoyens. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que l'objectif des quotas, en tout cas des contraintes, c'est de faire en sorte que l'expérience, que la consommation, que l'envie de musique pour le public s'améliore ou pas ? C'est ça. Et si on réfléchit comme il y a 30 ans en pensant qu'effectivement, la musique, c'est uniquement les radios, c'est uniquement des flux linéaires, effectivement, on va continuer à se cantonner à ces quotas et on va uniquement réfléchir en termes de contraintes légales sur des antennes linéaires. Mais je pense qu'il faut être plus proactif et juste un tout petit peu plus dans l'époque. Aujourd'hui, l'expérience de la musique, c'est des événements, des concerts, des festivals. Et je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus, qui ne soient pas forcément de la contrainte, mais qui soient de faire en sorte qu'on encourage le secteur de la radio
à participer de la vie, du développement, de l'expérience en direct, du live par exemple. Ça, je pense que c'est plus optimiste, proactif, créatif que de se dire attention, il y a des barrières, il y a des quotas et on vous tape dessus si vous ne les respectez pas. Donc vous réintégrez, en l'occurrence, dans ce que le secteur de la musique a bien compris depuis maintenant 2-3 saisons, que c'est finalement une expérience utilisateur à 360 degrés qui va de l'écoute au stream en passant par les concerts et le in real life, évidemment, qui fait justement tout l'engagement de cette audience. Mais évidemment, et pour nous, producteurs, éditeurs et radios que nous sommes, ça fait un tout petit peu plus longtemps que 6 mois qu'on s'est dit qu'on allait essayer de penser l'expérience de la musique avec nos auditeurs autrement que dans du pouce-disque. Hein. Enfin, ça fait quand même 30 ans qu'on avait passé à autre chose. Et il faut juste que cette loi l'acte et le comprenne et qu'on construise quelque chose avec le législateur et la filière qui, de mon point de vue, soit un peu plus vertueux et durable que de se battre sur des pourcentages qui, à mon avis, sont d'ores et déjà morts. Et Mariam, d'autant que ces pourcentages, pour rejoindre vraiment les propos de Laurent, ont pour but, in fine, en fait, on le constate, d'affadir la programmation, d'affadir les lignes éditoriales, d'affadir l'exposition de la musique et surtout d'empêcher l'émergence de nouveaux artistes, de nouveaux talents, parce qu'on n'a jamais créé des tubes en les stoppant ou en les diffusant modérément à un moment où justement ils sont en train de prendre un envol, leur essor, etc. Et dans ces mondes où finalement on peut consommer ce que l'on veut, quand on veut, comme on veut, et vous le disiez très justement que ça constitue une vraie barrière éditoriale, l'idée c'est aussi de pouvoir proposer à nos auditeurs d'écouter et de retrouver les morceaux qu'ils plébiscitent autant qu'ils le veulent. Ça voudrait dire, et ici on le rapporte au cinéma, que vous êtes sur les Champs-Élysées, vous avez 2 salles, une salle qui joue un blockbuster américain, une autre salle qui joue un très grand film français qui plaît énormément, je ne sais pas moi, Le Sens de la fête, ce genre de film. Et puis vous avez au guichet quelqu'un qui dit « Ah, là vous avez atteint les 200 000 entrées, on arrête, on enlève l'affiche, on met un autre film ». Et que pendant ce temps-là, eh ben, le blockbuster américain, et il enregistre des entrées, en veux-tu, en voilà, etc. Mais c'est exactement ça. Et donc aujourd'hui, lorsque Laurent dit « il faut permettre à la radio de s'approprier l'expérience utilisateur, auditeur, et de pouvoir lui proposer sans contrainte, sans restriction, ce qu'il a envie d'entendre. Est-ce que c'est un flux live? Est-ce que c'est autre chose? Voilà, ça participe de ça. Et c'est pour ça que cet exemple du cinéma, c'est sans doute l'exemple le plus parlant pour vous dire qu'en 2016, ce n'était pas le moment de venir rajouter du quota sur du surquota, et que d'ailleurs un membre du CSA a qualifié d'ailleurs cette sur-contrainte de véritable usine à gaz, aussi bien pour les éditeurs. Mais Mariam, quand en face il y a des offres de streaming, on a tous sur notre smartphone des offres de streaming, la radio a encore un rôle, c'est celui de la découverte. C'est celui effectivement d'aller chercher des nouveaux talents. Et donc il faut leur laisser de l'expression. Pour reprendre votre image du cinéma, il faut quand même pouvoir accéder en salle de cinéma. Et ça, c'est un peu votre rôle. Donc, effectivement, qu'on allège les quotas, ce que vous demandiez, on comprend. Mais il faut que vous ayez. C'est ce qui va nous différencier de Spotify et de Deezer pour longtemps encore, c'est cette capacité. Non, mais à ne pas remettre toujours les mêmes titres comme vous nous sembliez. Enfin, si c'était le cas, là aussi, ça fait longtemps qu'on aurait fermé nos radios, hein, et que Virgin et RFM et Énergie auraient fermé. Hein. Mais si on jouait en permanence la même chose, et à satiété, effectivement, je suis d'accord avec Laurent, on aurait peut-être ouvert une crêperie tous les deux, je ne sais pas ce qu'on aurait fait, mais en tout cas, on ne serait pas là. On vous réserve une table très rapidement. On ne serait pas là parce que ça voudrait. D'abord, ça dévalorise quelque part la vision du travail de la recherche musicale, des programmateurs, des gens qui sont aux études et qui, lorsqu'ils décident et programment les rotations, ils ne le font pas parce qu'un matin, ils se sont réveillés, ils se disent « Ah ben tiens, j'ai envie de jouer ce titre 25 fois parce que j'ai rien d'autre à faire ». C'est que ça correspond à une demande. Et que la première liberté éditoriale dans un monde en pleine mutation
qu'il faut accorder à chaque média, c'est surtout celui de pouvoir organiser sa ligne éditoriale pour répondre à la demande du public. Si un titre est plébiscité, comme si un film est véritablement demandé au cinéma, mais pourquoi mettre une barrière et leur dire « je suis désolé, vous ne pouvez plus l'écouter ou vous ne pouvez plus rentrer dans cette salle et voir le film que vous souhaitez ». Donc si je comprends bien, le meilleur algorithme de recommandation en matière de découverte musicale et de découverte de programme, c'est Europe 1 Énergie. Ce sont les hommes. Ce sont les hommes, ce sont les femmes qui ont un talent extraordinaire. Ils sont ce que le nez est au parfum. Ils ont une oreille musicale, ils ont une sélection musicale, ils travaillent avec les auditeurs, ils essayent de répondre. Ils sont en fait obsédés par leurs auditeurs et par ce que les auditeurs attendent. C'est ça, c'est leur obsession. D'accord. On va passer deuxième partie du débat sur le numérique. Je le disais en introduction, la radio est le seul média, j'allais dire, dont la diffusion, la distribution est majoritairement, et très majoritairement, 90%, analogique. Le débat, ça va être de passer dans ce monde numérique. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a la radio numérique terrestre numérique, donc le DAB+, ça, on va en parler. Il y a les enceintes connectées, et les deux sont très attentifs à ce développement du marché. Mariam, comment est-ce que vous voyez le passage de la radio en numérique? Alors, nous, le groupe Énergie, nous avons, parce qu'on n'a jamais eu véritablement de position dogmatique, le DAB+, tel qu'il était précédemment conçu par le Conseil supérieur de l'audiovisuel... Vous n'étiez pas tout à fait pour. On n'était pas pour. Voilà, il faut le dire. Non, on n'était pas pour. Et là, vous y allez. Et là, on y va parce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a revu sa position. En adoptant, ils ont redimensionné le DAB+, comme un projet complémentaire à la FM, avec des grands axes, une présence sur les grands axes autoroutiers, sur quelques grandes agglomérations. Et donc, ce redimensionnement du projet, qui n'est pas une substitution à la FM, mais qui est un complément à la FM, par ailleurs, avec l'arrivée de la 5G et les possibilités que la 5G offre en audio, avec l'apparition des postes et des récepteurs hybrides, si vous voulez, aujourd'hui, on arrive dans une, dans une période où on va être un peu en multitechnologie. Et donc, l'idée, c'est d'être présent sur ces canaux, tout en étant attentif aussi au modèle économique. Donc, le DAB+, complément à la FM, oui. Être ensuite en capacité d'être présent sur les postes hybrides, oui. Et encore une fois, voilà, ce que je salue, c'est cette vision de complément à la FM, et y compris à la 5G audio. Alors, le groupe Lagardère n'est pas dogmatique non plus, mais je ne vous dirai pas aujourd'hui si nous y allons ou pas. Je tue le suspense, hein, mais j'aime pas ça. Mais je veux quand même saluer, effectivement, comme vous l'avez fait, la fécondité du travail avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le fait qu'on ait passé aujourd'hui un plan qui respecte, alors non pas nos demandes ou nos exigences ou nos oukases, mais simplement le fait qu'en se projetant à moyen terme, effectivement, les grands axes et les grandes agglomérations permettent d'assurer, alors jusqu'à quand, une bonne complémentarité, a priori, avec les réseaux existants. Parce que vous l'avez dit, il ne faut quand même pas, là aussi, imaginer que c'est la TNT de la radio et que ceux qui n'iront pas risquent de vivre les déboires que certains ont vécu en n'y allant pas. On n'est pas dans un switch-off comme on a pu le vivre en Norvège, par exemple, où on a arrêté la FM et puis on a mis le DAB. On est dans une substitution. On n'est pas dans une substitution. On est dans du complément. Après, à partir de là, ça pose des questions au niveau des revenus et des coûts. Quel est l'avantage pour un groupe supplémentaire d'avoir cette couverture? Alors après, on a chacun nos positions, on a chacun nos implantations, on a chacun nos cartes de diffusion. J'insiste quand même sur la question des coûts induits par ce DAB+, sur lequel j'estime qu'à ce stade, on n'a pas encore assez nous n'avons pas encore assez d'informations sur combien ça va coûter, tout simplement. Donc ça veut dire que pour l'instant, vous n'y allez pas? J'ai pas dit ça. On a encore quelques semaines avant de rendre une décision. C'est un débat très intéressant parce qu'il nous permet
comme tous les débats intéressants, de nous projeter un peu plus loin que dans la vague médiamétrie qui arrive. C'est toujours très intéressant. Et puis surtout, ça permet quand même globalement de parler d'un lieu, du lieu qui va le plus bouger dans les 10 ans qui viennent, c'est les voitures, où on voit bien que ça va devenir un lieu, ça va rester un lieu captif, de mon point de vue, pour l'écoute du son. Je ne crois pas au fait que la voiture va devenir un salon, mais va plutôt être un bureau. Et donc on continuera à consommer ce bon vieux média qui permet de faire autre chose lorsqu'on le consomme, contrairement à la télé ou à la presse écrite. Mais ça va être le lieu de la confrontation, de la conflagration entre la radio traditionnelle et puis toutes les sources audio qui arrivent via les agrégateurs, sans doute les plateformes qui vont arriver aussi d'agrégation de podcasts originaux. Et puis, c'est ce DAB+, qui va trouver sa place. Mariam, vous avez donc au sein du groupe Énergie, il y a Towercast, une filiale de diffusion. Vous avez testé une nouvelle technologie qui s'appelle le 5G Broadcast, donc qui arrivera, pareil, c'est dans les années 2020, 2022, personne ne sait tout à fait quand, donc à peu près en même temps que le DAB+. Est-ce que ça aussi, c'est substituable au DAB+, ou c'est, comme vous le dites, il faut être agnostique et avoir toutes les technologies à sa disposition? Non, là, c'est véritablement, comme vous le dites très justement, c'est être agnostique et avoir toutes les technologies à notre disposition. Les tests de Towercast ont été aussi des tests 5G vidéo, parce que en 5G vidéo, notamment pour la télévision en mobilité, et une qualité de réception sans interruption, sans avoir les pixels qui se décomposent. La 5G Broadcast est assurément cette voie-là. Et Towercast est assez précurseur sur ces tests de 5G vidéo. Voilà. Alors, plus largement, l'entrée dans par ailleurs, en ce qui concerne les voitures connectées, oui, voilà, c'est essentiellement pour les voitures connectées. Je rejoins aussi la vision de Laurent. Je rappelle pour mémoire que, mais là, on en est vraiment à des stades très en amont. Si je ne me trompe pas, il y a une législation européenne qui est applicable depuis avril 2018 et qui impose aux constructeurs d'équiper leurs véhicules d'un système d'alerte qui s'appelle le e-call. Donc ça veut dire que pour prévenir en cas d'accident, et donc à partir du moment où vous avez cette technologie du e-call qui est installée dans les véhicules connectés, c'est-à-dire que votre véhicule est connecté à Internet. Et à partir du moment où le véhicule est connecté à Internet, pour les groupes que nous sommes, ça nous offre des possibilités très importantes de pouvoir être à l'intérieur de ces véhicules connectés. Et je rejoins tout à fait Laurent sur le fait que ça sera plus un bureau qu'un salon. Oui. Parce qu'à un moment aussi, les images, si on a mal au cœur, la radio, on n'a pas mal au cœur. C'est bien pour nous et c'est les milliers de concurrents qui arrivent et c'est la vie et c'est bien et c'est normal parce que la créativité, elle va être là aussi. Plus largement, le numérique, on bascule dans le monde du numérique. Vous aviez dit il y a toujours un rapport coût et bénéfices. Pour l'instant, vous ne voyez que les coûts supplémentaires. Est-ce que quand vous allez dans le monde du numérique via la DAB+, la 5G+, la 5G Broadcast et plus rapidement via les enceintes connectées, est-ce qu'il y a des recettes supplémentaires à aller chercher du côté du numérique? Si vous parlez, encore une fois, des antennes linéaires et de leurs dérivés que sont les podcasts, oui, il y a sans doute des choses en plus, mais nous, on aborde, à l'échelle des 3 radios que je dirige, on n'aborde plus aujourd'hui la façon du modèle économique sur un seul pilier qui est celui de la radio et de ses dérivés et de sa délinéarisation. Et ce n'est pas uniquement dans l'idée qu'on va créer des podcasts originaux dans l'univers de marque de nos animateurs. C'est aussi de se dire qu'un groupe comme le nôtre est un fabricant de radio depuis 1955 et qu'il a vocation à entrer de plein pied dans la production, la coproduction et donc la génération de recettes parce que nous sommes dans ce monde numérique dans lequel on arrive. C'est autour de ces 2 piliers qu'on est très optimiste sur la viabilité du modèle économique de marques comme celles comme Europe 1, Virgin et RFM. Je rejoins complètement les propos de Laurent, c'est-à-dire qu'à la fois on peut aujourd'hui le groupe avec nos programmes, avec nos animateurs, avec nos marques,
ce qui est un point de repère très très important pour l'ensemble des auditeurs, des consommateurs, que ce soit de podcasts ou de contenu propre que l'on va pouvoir créer. Donc ce sont des sources évidemment de revenus additionnels, mais surtout aussi avec les enceintes connectées, ce qu'on essaye de voir, puisque le débat ce matin était autour du pouvoir du son, avec un retour en force de ce pouvoir de son. Et donc aujourd'hui, on voit bien que les télécommandes, avec la télévision, c'est le pouvoir du son. C'est vous changez vos chaînes avec, en lui disant la 12. Donc vous changez au hasard. Vous changez, il y en a 27, on peut. Pourquoi donc la 12 voilà. Et surtout aussi pour les enceintes connectées, aujourd'hui, vous pouvez parfaitement être en train d'écouter la radio et puis avoir votre enceinte connectée qui est allumée. Vous entendez une publicité à la radio et qu'est-ce qui vous empêche de dire « Alexa, mets cette bouteille de Vittel, ajoute cette bouteille de Vittel sur ma liste de courses ». Donc ça fait partie. Il y a des usages qui vont se développer. C'est le M-commerce. C'est du M-commerce. D'accord. Et est-ce que sur ce M-commerce, vous avez une chance d'avoir une infime partie? Mais même plus qu'une infime partie, c'est le pouvoir du son, oui. Et c'est le pouvoir de la programmation aussi et de la relation avec des annonceurs qui, sur un flux linéaire qui continuera à séduire une grande partie de la population, de pouvoir avoir une relation. C'est ce que je voulais dire. Il ne faut pas penser uniquement le numérique, y compris la création de podcasts ou en tout cas la relation via les enceintes connectées. Ça, mais c'est aussi une relation horizontale d'égal à égal et unitaire avec chaque auditeur qui est extraordinaire, enfin qui va nous permettre, alors qui va nous obliger justement à penser à l'unité, la relation avec le public, ce qui est un peu nouveau aussi par rapport à nos modèles traditionnels, mais sur un plan publicitaire et aussi éditorial. Je pense qu'on n'a absolument même pas rien vu, on n'a encore rien imaginé de ce que va être la relation entre un éditeur de flux linéaire de son et les radios. Je pense qu'on a on a un peu d'avance quand même pour imaginer ce que c'est la création d'un bon flux linéaire de son, et un public qui va effectivement à tout moment vouloir interagir, voter, donner son avis, commander parce qu'il est séduit par une pub. Ce qui est intéressant, c'est que ça va aussi obliger les annonceurs à repenser peut-être aussi la créativité publicitaire. Alors ils le font, mais on va dire quoi, accélérer encore la créativité que requiert la publicité sur nos antennes. Ce qui veut dire qu'entre les deux, Mariam, ce qui veut dire qu'entre les deux, il y a la plateforme, vous parliez d'Alexa, donc ça veut dire que vous avez commencé à négocier avec Alexa j'allais dire, un partage de revenus? On ne sait pas encore, c'est véritablement, on est en amont, mais je pense que nous serons, nous les radios, avec nos marques et nos positionnements, les partenaires très privilégiés pour les enceintes connectées. Et puis, c'est vrai que là, par exemple, on voit les publicités d'Amazon, Alexa, mets-moi de l'électro, et demain, ou même très très, très vite, ils vont dire Alexa, mets-moi énergie hard rock, puisque tout à l'heure, un de vos intervenants... métal, visiblement. C'était du métal. Il avait l'air de ne pas... Le placement produit, c'est quand même... Et donc, mets-moi la web radio énergie hard rock. Voilà. Mais c'est aussi qu'il faut pas... Je pense qu'il faut bien voir que... Bon, Alexa, c'est le système audio, c'est l'interface. La machine va disparaître. Enfin, aujourd'hui, c'est l'appartement témoin de quelque chose qui aura disparu dans 5 ans ou 10 ans. Et c'est l'objet qui sera connecté. Dans les voitures. Et donc, peut-être que, je pense que nous aussi, et on a commencé à le faire, on discutera avec des constructeurs, avec des marchands ou des fabricants de fours à micro-ondes, ou je ne sais quoi, pour avoir justement, alors là aussi, une relation complètement différente, et qui, de mon point de vue, permettra à la radio et à l'audio de rester au cœur de la vie des gens grâce aux objets connectés. Et c'est une parfaite transition avec le débat qui va vous succéder sur cette scène. Merci infiniment Laurent Guimier et Mariam Salehi d'avoir été avec nous ce matin pour parler de l'avenir de la radio. Merci à tous les deux. Puisqu'on continue à parler assistants vocaux, justement, est-ce que ce sont les nouveaux musts de l'accès au programme ?